Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Alors on est aujourd'hui en live pour 4 notions du bac, justice, droit, devoir et état, 4 notions au programme du bac. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous donner des références essentielles, des notions clés, des concepts clés, de manière à vous aider pour vos prochaines interros, pour vos devoirs, pour vos prochains DS, et bien sûr dans l'objectif du bac. Donc aujourd'hui, très rapidement, quelques auteurs que vous pouvez utiliser pour justement travailler sur ces 4 notions, quelques citations essentielles, et puis voilà, quelques grands thèmes qu'il faut surtout bien avoir en tête si vous voulez être prêt pour justement le bac, pour ces notions. Donc tout de suite, une première définition très générale de la justice. Elle ne prétend pas être la plus précise, mais c'est un premier point de repère. La justice, quand on dit la justice, ça désigne d'abord une institution. On parle du ministère de la Justice, ça désigne d'abord une institution qui est chargée d'appliquer ce qu'on appelle le droit positif. Alors qu'est-ce que c'est le droit positif? C'est une expression qui désigne en fait toutes les lois qui sont valables dans une société donnée, toutes les lois qui sont en vigueur dans une société, quelle qu'elle soit. Ce qui est conforme au droit positif, on dit que c'est ce qui est légal. Voilà. Donc ce qui est légal, quand on dit qu'une chose est parfaitement légale, ça signifie qu'elle est conforme au droit positif. Ça signifie qu'elle est conforme aux lois qui sont actuellement en vigueur au sein d'une société. Quand on parle du droit positif, il s'agit en fait des lois qui sont regroupées dans le code civil, dans le code pénal, bref, des lois qui doivent être appliquées dans une société et, si vous voulez, qui sont mises en place par les juristes, par ceux qui sont spécialistes justement des lois, par ceux qui sont spécialistes du droit et qui doivent réglementer la société. Ce sont des repères, les lois sont des repères qui permettent de réglementer la société, qui permettent de réglementer les rapports sociaux, d'envisager, de permettre de pacifier les rapports entre les êtres humains. Il y a une première question qu'il faut poser et qui est centrale quand on réfléchit sur la justice, c'est suffit-il justement d'obéir aux lois, suffit-il d'obéir à ce droit positif, à ce qui est légal pour être juste? Est-ce que être un homme juste, c'est se contenter d'obéir au code civil, au code pénal, bref, c'est se contenter d'appliquer la loi finalement? Est-ce qu'il suffit d'appliquer la loi pour être juste? C'est un des sujets qui peut tomber sur ces notions. C'est un sujet qui est déjà tombé il y a plusieurs années au bac. C'est un sujet que vous pouvez avoir en entraînement, en cours, sur lequel vous pouvez réfléchir. C'est un sujet central sur ces notions de justice et de droit. Et c'est sur ça qu'on peut, entre autres, réfléchir dès aujourd'hui. Alors, quelques précisions. Vous voyez qu'il faut tout de suite distinguer ce qui est légal de ce qui est légitime. Ce qui est légal, comme on l'a dit, c'est ce qui est conforme à la loi en vigueur, ce qui est conforme au droit positif. Ce qui est légitime, par contre, ça n'a rien à voir, ça désigne ce qui est conforme à des valeurs humaines. Par exemple, si mon action est légitime, ça ne signifie pas forcément qu'elle est parfaitement conforme à la loi qui réglemente le pays dans lequel je vis. Je peux tout à fait avoir une action que je considère comme légitime, c'est-à-dire qui pour moi exprime une valeur essentielle à mes yeux, et essentielle au point de vue humain, humainement. Par exemple, une action qui exprimerait un amour fraternel, on verra un exemple tout de suite après, et qui va rentrer en conflit avec ce qui précisément concerne le domaine du droit positif, avec la légalité. Vous avez très souvent un conflit entre ce qui est légal et ce qui est légitime. On va tout de suite donner un exemple que vous pouvez utiliser dans vos dissertations et que vous pouvez également vous servir si vous avez à expliquer un texte qui portera sur justice, droit, devoir et état, mais notamment sur justice et droit. L'exemple que je souhaitais vous donner, c'est une référence littéraire. C'est la tragédie Antigone, le mythe Antigone, qui a été écrit par Sophocle, qui est un auteur grec de l'Antiquité, et qui permet d'illustrer ce conflit entre légitimité et légalité. Antigone, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui va désobéir à la loi, qui va désobéir à son oncle Créon, qui représente justement l'autorité légale, qui est le roi, qui représente l'autorité légale en place. C'est lui qui dicte les lois. Elle va désobéir à son oncle. Pourquoi? Parce qu'il refuse d'enterrer son frère. Il refuse d'enterrer le frère d'Antigone. Et elle, par amour pour son frère, elle va désobéir à Créon et elle va accorder les rites funéraires à son frère que le roi Créon refusait d'accorder au frère Antigone. Elle va accorder par amour pour son frère
des rites funéraires, des funérailles, elle va désobéir à la loi en vigueur, qui est incarnée par Créon. Son action sera donc légitime, mais parfaitement illégale. Vous avez ici une action qui d'un certain point de vue, est juste, qui est légitime, parfaitement illégale. Vous voyez que Antigone illustre ce conflit. Ça signifie qu'il ne suffit pas forcément d'être conforme à la loi pour être juste. Antigone est un exemple. Son action est parfaitement juste et légitime, mais illégale. Vous voyez qu'il faut bien différencier deux sens du mot justice. Est juste, en un premier sens, ce qui est conforme à la loi, ce qui est légal, mais n'oublions pas le deuxième sens, est juste ce qui est conforme à des valeurs humaines, ce qui est légitime. Et je peux être juste en un sens, sans être forcément juste en un autre sens. Antigone, elle désobéit à la loi. Il y a une notion que vous pouvez utiliser pour illustrer ce que je suis en train de vous expliquer sur Antigone, c'est la notion de désobéissance civile. Antigone, elle illustre ce qu'on appelle la désobéissance civile. Désobéir civilement, c'est s'opposer aux lois en place dans une communauté, s'opposer aux lois qui sont en vigueur dans un pays. Vous avez d'autres exemples historiques de gens qui ont réalisé des actions parfaitement légitimes, parfaitement justes, qui étaient en désaccord avec les lois de leur pays. Soro Gandhi. Soro, auteur anglais 19e siècle, qui va désobéir aux lois du gouvernement américain parce que ce gouvernement encourageait la guerre contre le Mexique. Refusant de participer à un tel conflit, il va encourager à la désobéissance civile. Il va encourager ses lecteurs à désobéir au gouvernement américain et à marquer une opposition. Et notamment, il va encourager ses lecteurs à ne pas payer leurs impôts pour manifester à ce gouvernement qui réclamait un soutien financier pour aider une entreprise dans ce conflit, pour aider la bonne marche du conflit. Il va expliquer à ses lecteurs, soit vous soutenez ce conflit entre le Mexique et les États-Unis, soit vous vous opposez au gouvernement américain, vous refusez de soutenir un tel conflit. Dans ce cas-là, votre action sera parfaitement illégale, mais au moins vous ne soutiendrez pas l'effort de guerre. Vous n'encouragerez pas une puissance comme le gouvernement américain à s'engager dans un conflit de toute manière injuste, parfaitement déséquilibré, un conflit qui visait à envahir le Mexique, qui était une puissance déjà affaiblie. On est aux alentours de 1835-1836. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est qu'il ne faut pas hésiter à vous servir des autres matières que vous étudiez, l'histoire, la littérature, pour enrichir vos dissertations. Vous voyez, Antigone, c'est un exemple littéraire. Soro, c'est un exemple historique. Ça permet de nourrir une réflexion. Si vous n'avez pas forcément beaucoup de références philosophiques en tête, il y a des romanciers et il y a des historiens qui permettent d'enrichir votre réflexion. Et Gandhi, c'est une autre référence historique. C'est un homme qui a participé au XXe siècle à l'indépendance de l'Inde. Il a désobéi au gouvernement anglais qui était en place, qui colonisait l'Inde à l'époque. On parle de non-violence. Il n'a pas recouru aux armes, il n'a pas encouragé à une révolte armée, il a simplement dit « j'encourage à une désobéissance civile pacifiste ». Où il s'agira simplement de ne pas aller dans le sens de ce gouvernement anglais colonialiste, de ne pas participer à des échanges avec les Anglais, mais au contraire, d'être dans une démarche la plus attentiste possible, de ne pas multiplier les échanges avec le colonisateur anglais pour expliquer justement que nous ne voulons plus, les Indiens à l'époque ne voulaient plus de la présence de l'Angleterre en Inde. Et ça aboutira en 1947 à l'indépendance de l'Inde. Gandhi est fortement à l'origine de cette indépendance. Une autre question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui pousse les hommes à respecter les lois? C'est une question, pareil, assez centrale dans un chapitre sur loi et justice. Vous avez Platon, philosophe grec, qui raconte un mythe, une histoire, une fiction, d'un berger, Gygès, qui permet de donner un premier élément de réponse à cette question, qu'est-ce qui pousse les hommes à respecter les lois? Il nous explique qu'un jour, un berger, nommé Gygès, trouva un anneau d'or qui le rendit invisible. L'histoire de l'anneau d'or qui sera après reprise par Tolkien. Il trouve un anneau qui le rend invisible et il en profite ainsi pour faire tout ce qui lui plaît, tout ce qu'il ne pouvait pas faire quand il était parfaitement sous les yeux des autres hommes. Il va se comporter de manière parfaitement illégale, il va faire tout et n'importe quoi, il va faire ce qui lui était interdit jusque-là. Dès qu'il a eu ce pouvoir entre les mains, celui d'être invisible, il va faire précisément ce que les lois lui interdisaient. Il va aller à l'encontre des lois. Bref, ce que montre ce mythe, c'est que dès que les hommes, enfin c'est ce que montre Platon, c'est que la plupart des hommes, dès qu'ils en ont l'occasion, eh ben, ils enfreignent les lois. Ils vont à l'encontre des lois, ils obéissent finalement aux lois, on se rend compte, non pas du tout par amour pour la justice, mais simplement par contrainte. Et dès qu'ils ne sont plus contraints par les lois, ils désobéissent. C'est ce que montre ce mythe raconté par Platon. Et finalement, on se rend compte qu'ils obéissent surtout aux lois, beaucoup plus par crainte du châtiment que par amour pour la justice.
Toujours Platon, qui permet de répondre à une autre question. Encore une fois, ce sont des éléments de réponse. Ce n'est pas toutes les réponses possibles, mais c'est quelques pistes pour vous aider sur justice et droit. Une autre question possible, la justice est-elle naturelle? Finalement, est-ce que nous sommes naturellement justes? Est-ce qu'on a un sens inné de la justice? Est-ce qu'on sait naturellement ce qui est juste, ce qui ne l'est pas? Ou est-ce qu'on apprend, en fait, dans notre existence, au fur et à mesure, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste? Bref, est-ce que la justice est innée ou est-ce qu'elle est acquise? Ce qui est inné, c'est ce qui, justement, nous serait donné dès la naissance. Ce qui est inné, c'est ce que l'on maîtriserait dès notre naissance. On saurait ce qui est, de manière intuitive, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Au contraire, ce qui est acquis, c'est ce que, par expérience, petit à petit, on va peu à peu maîtriser. Toujours Platon, donc, qui, dans son ouvrage, Gorgias, met en scène plusieurs personnages, dont notamment un personnage, Calliclès. Calliclès, qui va défendre une certaine conception de la justice, qui consiste en la chose suivante. Il va dire, voilà, être juste, finalement, c'est se conformer à l'ordre des choses, à l'ordre naturel. Être juste, c'est faire ce que la nature prescrit. Qu'est-ce qui règne dans la nature? Ce qui règne dans la nature, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire que dans la nature, en l'absence de toute règle, de toute civilisation, de toute société, à l'état de nature, c'est la violence qui règne. Les hommes n'ont aucune limite. Ce qui règne, c'est la loi du plus fort. C'est le plus fort qui s'impose. C'est ce qui règne parmi les animaux. Là où il n'y a aucune règle, aucune civilisation, ce qui s'impose, c'est la loi du plus fort. Eh bien, pour Calliclès, justement, être juste, c'est respecter cet ordre des choses. C'est ne pas bouleverser l'ordre du monde. C'est respecter la nature. C'est donc la loi du plus fort qui est juste. Donc, ce qui est parfaitement conforme à la justice, c'est que le plus fort s'impose. Calliclès, à la question « la justice est-elle naturelle ?» nous dit « être juste, la véritable justice, elle est parfaitement naturelle ». Donc de son point de vue, qui est un point de vue critiquable, évidemment, comme tout point de vue, on peut le critiquer, on peut argumenter contre, et l'objectif, c'est bien sûr de montrer les limites de chaque point de vue. Il nous explique que toutes les lois qui sont établies par les hommes, toutes ces conventions, tout ça, c'est artificiel. La véritable justice est naturelle, cette justice inventée par les hommes est parfaitement artificielle. Ce n'est pas elle la justice véritable. Cette justice inventée par les hommes, ces lois qui ont été mises en place, ce droit positif dont on parlait tout à l'heure, toutes ces lois en vigueur n'ont qu'un objectif, c'est de maîtriser le plus fort. C'est en fait de protéger, nous dit Calliclès, c'est de protéger les faibles et de finalement exercer une emprise sur les forts. Parce que si cela n'avait aucune emprise, s'il n'y avait aucune civilisation, c'est les forts qui s'imposeraient. Donc les faibles, pour se protéger, ont mis en place des systèmes de lois pour échapper à la violence des plus forts. Calliclès nous dit, ce qui serait véritablement juste, c'est un gouvernement où ce sont les plus forts qui dominent, point, c'est tout, rien de plus. C'est une conception extrêmement critiquable, ce qui est le plus juste, c'est la tyrannie en fait pour lui. Comme il le dit, il faut qu'un tyran s'impose, qu'il rétablisse la justice naturelle, et comme il dit, la loi naturelle, la justice naturelle brillera de tout son éclat. Vous avez un auteur qui nous permet de réfléchir sur justice et loi, justice et force, c'est le philosophe français Pascal, Blaise Pascal, au XVIIe siècle, qui se questionne sur les rapports entre justice et force. Il nous dit, quelqu'un qui inventerait des théories sur la justice, mais qui n'aurait aucune force, il est parfaitement sans aucun pouvoir. La justice sans la force est parfaitement impuissante. A l'inverse, la force sans la justice, ce dont nous parlait Calliclès, quelqu'un de très fort et qui n'en a que faire des conventions, celui-là, c'est un véritable tyran. Le tyran qui était défendu par Calliclès qui nous disait c'est lui qui doit avoir le pouvoir. Il ne faut pas séparer l'une de l'autre. Il ne faut pas user de la justice sans aucune force, il ne faut pas recourir à la force sans justice. Bref, pour Pascal, il faut concilier justice et force. Qu'est-ce que ça va signifier, concilier justice et force? Il nous dit, les hommes ont essayé finalement, durant leur vie, de renforcer les théories. Le problème, c'est que chacun a sa théorie sur la justice et a tendance même à l'imposer plus ou moins violemment aux autres. Il y a des débats, des discussions, et les hommes ont tendance à imposer leur propre point de vue de manière plus ou moins violente. Et comme dit Pascal, ça peut entraîner toutes sortes de violences, ça peut même aller jusqu'à la guerre civile. Chacun dit « je sais ce qui est juste, si vous ne me suivez pas, vous êtes dans le tort, et je peux donc m'opposer à vous de manière plus ou moins violente ». Les hommes, nous dit Pascal, prétendent tous, eux, savoir ce qui est juste, et prétendent apprendre aux autres, voilà, maintenant, moi je maîtrise, je sais ce qui est juste, vous ne savez pas, ce qui entraîne un comportement tyrannique. Ce qu'on va donc essayer de faire avec Pascal, c'est de montrer que
c'est parfaitement inutile en fait que chacun ait sa propre théorie, puisque ça mène les hommes à s'affronter de manière infinie finalement. Chacun s'impose de manière plus ou moins violente et ça développe l'intolérance. Chacun dit je sais ce qui est juste, pas toi, et ça entraîne des conflits sans fin. Donc plutôt que de procéder ainsi, il va falloir essayer de justifier certains rapports de force. Vous voyez, si on n'arrive pas à renforcer la justice, à renforcer une théorie, on va procéder inversement, nous dit Pascal. On va essayer de justifier, de légitimer des rapports de force. C'est ça qui permettra, selon Pascal, d'éviter la guerre civile. Parce que le pire des maux pour lui, c'est la guerre civile. Pour lui, c'est le pire danger, c'est le plus grand risque finalement qu'un pays peut encourir. Il était contemporain de la Fronde, qui était un soulèvement de certains nobles contre le roi. Il a vécu la guerre civile. Ça explique que toute son œuvre est marquée par finalement la crainte de la guerre civile. Et toute son œuvre est dirigée par un propos qui essaie justement de s'opposer, de combattre le risque d'une nouvelle guerre civile qui pourrait advenir dans notre pays, dans n'importe quel pays d'ailleurs, comme dit Pascal. Donc il faut essayer de justifier, d'apaiser les tensions en justifiant les rapports de force en place. Il nous dit, voilà, il y a certaines coutumes, il y a certaines lois, il y a certains rapports de force, il faut que le peuple considère que ces rapports de force ont une certaine légitimité, du moins qu'ils permettent justement, parce que ce sont des conventions, qu'ils permettent de réguler les rapports entre les hommes, il faut que les hommes comprennent que certains rapports de force, tout aussi conventionnels qu'ils soient, même s'ils ont été comme ça mis en place par les hommes à un moment donné ou à un autre, ces rapports de force-là ont une certaine légitimité. Les rapports de force en place selon Pascal, ont une certaine légitimité parce qu'ils permettent, s'ils sont légitimes aux yeux du peuple, ça permettra de parvenir à une certaine paix civile. En clair, si Pascal, justement, tient tant à concilier justice et force, c'est parce qu'il nous dit la chose suivante. Le peuple, aux yeux du peuple, les rapports de force entre les hommes doivent être légitimes. Exemple, les rapports entre le peuple et la bourgeoisie, ça doit être vu comme juste, sinon le peuple sera amené à se révolter. Si le peuple considère que la noblesse n'a aucune légitimité, il se révoltera. On a accusé Pascal d'un certain conservatisme, puisque précisément il incite à justifier l'ordre des choses. Il incite à justifier les rapports de force en place. Il y a une noblesse, elle a une certaine légitimité. Il ne faut pas la remettre en cause, ça amènerait trop de tensions. Vous savez que peu après, en 1789, la Révolution française justement marquera le soulèvement du peuple. Et c'est précisément ce que voulait éviter Pascal, qui peut être vu comme un conservateur. Il voulait éviter ce soulèvement, il voulait éviter une instabilité politique. C'est pour ça qu'il tenait tant à dire les rapports de force, les rapports entre bourgeoisie et peuple ont une certaine légitimité. Il faut les maintenir en place. Il faut les conserver. Il ne faut pas que le peuple se révolte. Ça amènerait la guerre civile. Distinguez bien deux choses à travers Aristote, deux notions essentielles, toujours sur le chapitre justice et droit. Il y a deux notions essentielles à distinguer, l'égalité et l'équité. Aristote fait cette distinction. Vous voyez que cette distinction entre égalité et équité, elle remonte à très longtemps, à Aristote. L'égalité, qu'est-ce que c'est? C'est donner à tous la même chose. Je donne la même quantité d'un bien à deux personnes différentes. L'équité, au contraire, c'est s'adapter à des besoins. C'est s'adapter aux besoins particuliers de chacun. Pour Aristote, la loi, elle doit précisément être équitable. On ne doit pas être dans un souci, nous dit Aristote, dans un souci égalitaire. Je ne dois pas donner à tous la même chose, ça serait absurde. La loi doit être équitable, elle doit s'adapter. Elle doit avoir une certaine souplesse, nous dit Aristote, pour s'adapter aux particularités des pas, si vous voulez, s'appliquer de la même façon pour n'importe quelle personne. Elle doit être attentive à telle et telle spécificité. Ça implique donc qu'elle ne peut pas s'appliquer mécaniquement, automatiquement. Ça implique autre chose. Ça implique qu'on ne peut pas avoir une lecture littérale de la loi. Il faut qu'on puisse interpréter la loi, c'est-à-dire il faut qu'on puisse justement l'adapter à telle ou telle circonstance, l'adapter à telle ou telle personne. On ne peut pas dire il y a tel texte, je l'applique automatiquement, mécaniquement à telle situation. Je dois au contraire veiller à ce que la loi soit le plus adaptée à la particularité d'une situation. Ce qui implique une chose essentielle, c'est qu'on puisse réviser la loi, c'est qu'on puisse la réformer. Bref, c'est que la loi soit envisagée d'un point de vue dynamique. On n'a pas comme ça des textes qu'on appliquerait tout le temps mécaniquement. Non, il faut constamment réformer, il faut constamment réviser les lois en place. Donc pour l'instant, vous voyez vraiment essentiel, Aristote, égalité, équité. Il y a des distinctions essentielles qui vous permettent, si vous voulez, de clarifier, de développer clairement, le plus clairement possible, une réflexion. Si on vous dit, voilà, être juste, est-ce que c'est être égalitaire? Eh bien,
vous avez des distinctions en tête qui vous permettent de ne pas justement être surpris par tel ou tel mot qui peuvent être présents dans des textes de philosophes. Vous pouvez avoir le terme équité qui est très présent dans des textes d'Aristote, mais également chez d'autres philosophes. Je vous rappelle, face à un texte de philosophie, il faut que vous soyez justement attentif à ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire à distinguer des termes qui sont des outils en fait utilisés par les philosophes pour préciser leurs pensées. Et plus vous serez attentif à ces termes justement employés par les philosophes, à leurs outils, plus vous justement vous pourrez précisément expliquer leurs propos. Vous direz voilà, là il emploie tel mot, c'est pas au hasard. S'il emploie le mot équité, c'est parce qu'il tient justement à distinguer d'autre chose qui n'est pas la justice, qui n'est pas une loi véritablement juste. Une loi véritablement juste, c'est une loi équitable. Alors, des questions, s'il y a des questions, on peut commencer à y répondre, sinon on peut y revenir après, enfin... S'il y a des questions, quelle est la différence entre égalité et équité? Ah bah alors, je vais vous remontrer justement le diapo. Vous voyez, je vous redonne la définition, c'est justement ce dont on vient de parler. Égalité, donner à tous la même chose. Équité, donner à chacun en fonction de ses besoins, en fonction en fait de ce qu'il réclame, mais surtout en fonction de ce dont il a besoin pour, alors soit pour survivre, ou en tout cas pour vivre dignement. Hein. Après, il y a différentes possibilités. Encore une fois, pour Aristote, la justice précisément, être juste, c'est être équitable. La loi, elle doit donc être adaptée aux circonstances, comme je vous disais. L'équité, pour Aristote, c'est cela la véritable justice. On n'est pas du tout dans l'idée qu'il faudrait agir de la même façon pour tout un chacun. Le juriste, c'est-à-dire celui qui maîtrise la loi, il ne doit pas comme ça être aveugle aux particularités des situations. Il doit au contraire être attentif aux besoins de chaque individu. S'il y a d'autres questions... Un conseil quand je suis devant mon sujet de philo au bac et que je perds tous mes moyens. Alors la question qui est posée, c'est lorsqu'on est face à un sujet et qu'on perd tous nos moyens. La première chose que je pourrais vous dire, c'est ne pas trop vite paniquer. Il faut prendre 10 minutes pour se poser déjà, lever la tête, ne pas foncer tête baissée sur le sujet. Il faut veiller à respirer et une fois qu'on s'est posé une minute ou deux pour faire retomber le stress, il faut prendre la feuille de brouillon et se dire, voilà, j'ai essayé, vous voyez, on en discute là justement, j'ai essayé de travailler de temps en temps sur tel ou tel concept, sur telle ou telle notion. Durant l'année, on nous a peut-être partagé en cours avec les professeurs des thèmes, des thématiques. Déjà, sur quoi porte le sujet? C'est la première question que vous devez vous poser. Face à un sujet qui vous impressionnerait, déjà vous vous dites, quels sont les thèmes principaux auxquels fait appel le sujet? Si vous avez un sujet, une connaissance scientifique du vivant est-elle possible? Ça peut impressionner. Dites-vous, voilà, à quel thème ça fait appel? Les thèmes, c'est la liste de notions au programme dont font partie justice, état, droit et devoir. Ici, une connaissance scientifique du vivant est-elle possible? Les thèmes abordés, c'est le vivant, qui est un thème au programme de Terminal S, qui n'est pas pour tous les programmes. Bref, à travers cet exemple, déjà, ce qu'il faut, la première chose à noter, la première chose à repérer, c'est le thème. Ça vous donnera, premièrement, une direction, en fait, dans votre travail. Deuxièmement, il faut vous dire, voilà, qu'est-ce qui, par rapport à ce thème, me permettrait de répondre, de construire en fait une première partie. La première partie, encore une fois, c'est le sens commun. La première partie, c'est l'opinion commune. C'est pas là où vous allez développer le propos le plus pertinent. La première partie, c'est justement le moment où il faut prendre le temps de développer ce qui vous paraît le plus spontané, le plus commun, le plus évident à répondre. Il ne s'agit pas ici de chercher la référence philosophique la plus pertinente. La première partie, vous pouvez faire appel à des philosophes, mais l'objectif d'une première partie, c'est de dire, voilà, la réponse la plus spontanée quand on m'interrogeait sur cette question, c'est celle-ci. Bref, il ne faut pas avoir peur de sa première intuition. Il ne faut jamais avoir peur de ses premières intuitions. Une connaissance scientifique du vivant est-elle possible? Aujourd'hui, la science, elle étudie le vivant, la science du vivant, les sciences naturelles, la biologie. N'ayez pas peur donc de vos premières intuitions. On pourra revenir sur ces thèmes, mais c'est déjà ce que l'on pouvait dire par rapport à cette question. Alors, des exemples de loi équitable, vous prenez par exemple, vous avez dans le droit civil qui est codifié justement par le Code civil, réglemente les rapports par exemple de voisinage. Il y a toute une partie du Code civil qui est consacrée aux relations et aux délits qui peuvent
être établi entre des voisins. Bref, aux péripéties du voisinage et aux sanctions que pourraient, par exemple, nécessiter des nuisances sonores à répétition. Évidemment, la loi, elle va être attentive, le Code civil, pardon, va être attentif à la particularité de votre situation. Il est clair qu'elle ne va pas s'appliquer de la même façon si la nuisance sonore est produite de manière continue que si finalement c'est une plainte déposée pour une occasion particulière qui ne s'est pas reproduite dans le temps et qui ne se reproduira peut-être pas, en tout cas qui était parfaitement occasionnelle, accidentelle. Le Code civil, alors de tête, on ne pourra pas citer le numéro précis de l'article, mais la partie du Code civil réservée aux conflits entre voisins, justement, est un exemple de texte juridique qui se veut équitable, c'est-à-dire qui essaye de préciser le plus grand nombre de situations possibles. Bref, un exemple de loi équitable, ce sont ces textes, exemple du Code civil ou du Code pénal, qui essayent de préciser le plus grand nombre de situations possibles, pour en fait veiller à être déjà prêt à légiférer, à sanctionner, en tout cas à réglementer le maximum de situations. Sachant que le juriste sait très bien, celui qui maîtrise la loi sait très bien, qu'on peut difficilement envisager toutes les situations possibles, et c'est pour ça que chaque jour il y a de nouvelles lois pour toujours plus réglementer un maximum de situations. Donc on va continuer, et puis s'il y a d'autres questions, eh bien on y répondra. On va continuer sur la notion du devoir, qui également est au programme, et qui est généralement vécu comme une contrainte. Vous avez une distinction auquel vous pouvez faire appel dans vos dissertations, dans des interrogations, dans vos devoirs et au bac. Vous avez une distinction essentielle pour le chapitre sur le devoir. C'est une distinction entre la contrainte, qui est une limite qui m'est imposée de l'extérieur. Et souvent, le devoir est vécu comme une contrainte. Il est vécu comme quelque chose qui s'impose à moi de l'extérieur. Pensez à l'expression lorsque le parent demande à son enfant « fais tes devoirs ». L'enfant vit le devoir comme une contrainte, comme une limite qui lui est imposée de l'extérieur. La contrainte, il faut tout de suite la distinguer de l'obligation. L'obligation, c'est au contraire une limite que je m'impose à moi-même. Une limite qui ne m'est pas imposée de l'extérieur, mais que je me donne. Bref, c'est un code de conduite. Et bien précisément, Kant, philosophe allemand, nous dira que agir moralement, faire son devoir, être responsable, c'est ce qu'il appelle être autonome. Être autonome, c'est non pas attendre toujours qu'on nous donne des limites de l'extérieur, mais être quelqu'un de responsable, être quelqu'un de moral, c'est se donner, nous, un code de conduite. C'est ne pas attendre qu'on nous impose des limites de l'extérieur, mais c'est nous donner des limites nous-mêmes. Vous voyez ? Donc, tandis que quelqu'un qui serait immature et irresponsable ne se donnerait pas des limites, il attendrait toujours qu'on lui dise « il faut maintenant arrêter », quelqu'un de mature et de responsable sera quelqu'un d'autonome. Et l'autonomie, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de se donner à soi-même des limites. C'est le fait de se donner à soi-même des lois. Autonome, ça vient du grec autonomos, nomos, la loi, auto, soi, se donner à soi-même des lois, se donner à soi-même des limites. Agir moralement, donc, pour Kant, c'est se donner des obligations, c'est-à-dire se donner des limites soi-même et non pas toujours attendre la contrainte. Agir moralement, donc, c'est véritablement être autonome. Kant va faire une autre distinction importante pour plusieurs chapitres, et notamment pour le chapitre sur le devoir, entre raison et instinct. Alors, la raison, c'est ce qui est propre à l'homme. C'est ce qui est propre à l'homme, et c'est ce qui va nous permettre, nous dit-il, d'agir de manière désintéressée. C'est-à-dire d'agir sans toujours prendre en compte mon seul intérêt personnel. Si j'agis de manière désintéressée, ça signifie que je porte mon regard un peu plus loin, je n'en reste pas à la considération de mon seul intérêt particulier. Mais je me préoccupe alors de l'intérêt de l'autre, mais peut-être également de l'intérêt général, peut-être du bien commun. À la différence de l'instinct, qui lui, en fait, désigne une faculté qui est commune aux hommes et aux animaux. L'instinct, c'est finalement cette faculté que nous partageons avec les animaux qui nous incite à veiller à notre conservation. Lorsqu'on parle d'un instinct de survie, l'instinct de survie, l'instinct de conservation, c'est ce qui nous incite justement à veiller le plus possible et le plus longuement possible à notre conservation, à la conservation de notre vie, bref, à notre survie. Ce qui est proprement humain, donc, c'est précisément de ne pas agir de manière purement instinctive. C'est de ne pas simplement agir de manière spontanée et irréfléchie.
L'instinct, c'est ça, hein, c'est une réaction très spontanée qui n'est pas contrôlée qui peut ne pas être contrôlée par la raison, qui est propre aux animaux et aux hommes. C'est finalement cet élan qui nous pousse à veiller à notre survie. C'est le contraire, si vous voulez, d'une attitude réfléchie, puisque l'instinct est précisément lié à quelque chose d'impulsif. Hein, c'est une attitude impulsive de l'ordre d'un certain automatisme. Hein, c'est ce qui va me permettre, c'est ce qui va m'inciter à veiller donc à ma propre survie. Tandis que ce qui est proprement humain, c'est ici le fait d'agir de manière rationnelle et raisonnable. Ce que Kant appelle le fait d'agir de manière rationnelle et raisonnable, eh bien, c'est de faire usage de sa raison. Vous voyez ? Un être humain s'accomplit véritablement lorsqu'il n'agit pas simplement instinctivement, c'est-à-dire spontanément et de manière irréfléchie, mais bien plutôt lorsqu'il agit de manière réfléchie, c'est-à-dire lorsqu'il fait usage de sa raison. Bref, lorsqu'il agit de manière rationnelle et lorsqu'il agit de manière raisonnable. La différence entre rationnel et raisonnable. Rationnel, c'est faire usage de ma raison, mais dans un objectif de connaissance. C'est lorsque le scientifique fait usage de sa raison pour produire des théories et pour mieux comprendre le monde, par exemple. Ou lorsque l'historien également se penche sur le passé pour mieux comprendre les civilisations qui nous ont précédés. Raisonnable, c'est un autre usage de notre raison. C'est un usage qui veille à être attentif aux autres. Bref, c'est ce qui me pousse à développer un comportement moral. Et bien précisément, agir moralement, c'est faire usage de sa raison, c'est être raisonnable. Ce n'est pas tant être rationnel, parce que produire des théories scientifiques, il n'y a pas vraiment de lien avec le devoir. Pas de lien évident, pas de lien spontané. Mais agir moralement, ce sera donc faire usage de sa raison, et plus précisément, ce sera être raisonnable, veiller donc à ne pas simplement agir toujours en considérant mon intérêt particulier, mais regarder de manière un peu plus loin et veiller à l'intérêt d'autrui, voire au bien commun. Donc ici, hein, je vous ai précisé, un acte moral est donc un acte désintéressé, c'est-à-dire qui est effectué soit complètement indépendant de mon intérêt personnel, mais c'est également un acte qui peut aller à l'encontre de mon intérêt personnel. Exemple, agir moralement, ça peut signifier, alors au pire le sacrifice, hein, se vouer entièrement à l'autre jusqu'à se sacrifier. Vous voyez que là, ça va à l'encontre d'un intérêt personnel, ça va à l'encontre de tout instinct de survie. On n'en reste pas justement à un instinct de survie, on fait preuve de rationalité, et plus précisément, on agit raisonnablement en n'en restant pas à une conservation de la vie animale. Hein. Ce qui caractérise l'homme, c'est justement de dépasser la simple conservation animale de sa vie. C'est de ne pas simplement veiller à la survie. Mais c'est de prendre des risques et c'est d'agir jusqu'à un certain point qui peut nous amener à agir à l'encontre de notre intérêt personnel. Par exemple, si vous aidez quelqu'un dont l'aide va nécessiter soit de se mettre en danger, en tout cas de ne pas forcément être attaché à un intérêt strictement particulier. Kant va donc distinguer deux expressions. Ce qu'il appelle la volonté bonne de ce qu'il appelle la bonne volonté. Une volonté bonne, c'est justement la volonté de quelqu'un, volonté bonne, c'est justement la volonté de quelqu'un qui agira moralement, raisonnablement. La bonne volonté, c'est le fait justement d'avoir de très bonnes intentions, mais de ne pas faire les efforts pour les concrétiser. Ce qui compte pour Kant, c'est non pas simplement d'avoir de bonnes intentions, d'avoir l'intention de faire le bien, de ne pas simplement veiller à son intérêt personnel. Ce qui compte pour Kant, c'est d'avoir non seulement de bonnes intentions, mais de faire tous les efforts nécessaires pour réaliser ces bonnes intentions. Donc la volonté bonne, c'est avoir l'intention de faire le bien, agir raisonnablement, ne pas se soucier seulement de son intérêt personnel. Et la bonne volonté, c'est se contenter justement d'avoir une bonne intention. Donc, afin de résumer, vous voyez que l'acte moral, c'est un acte désintéressé. Je ne me préoccupe pas simplement de moi, mais je pense à l'intérêt commun. C'est ce qui correspondra donc à ce qu'il appelle un acte désintéressé. Je ne me préoccupe pas simplement de mon intérêt personnel. Volonté bonne, ça désigne chez Kant le fait d'avoir l'intention de faire le bien, le fait de ne pas se préoccuper simplement de son intérêt personnel et de faire tous les efforts pour réaliser précisément un acte moral, de faire tous les efforts pour aider autrui, pour veiller à l'intérêt commun. Tandis qu'une simple bonne volonté, c'est d'avoir de très belles intentions, mais de ne faire aucun effort pour les réaliser. Ce qui est important pour Kant, vous voyez, c'est qu'une action véritablement morale, c'est lorsqu'on exige d'autrui ce que l'on s'exige à soi-même. On ne peut pas se permettre d'exiger des autres ce que l'on ne s'exige pas d'abord à soi.
L'action morale, c'est une forme de réciprocité. Ce que je m'exige, je peux l'exiger des autres, et surtout ce que j'exige des autres, je dois d'abord me l'exiger à moi-même, sinon je ne suis pas crédible. Je ne suis pas moral. Je n'agis pas par devoir, j'agis de manière irresponsable. Je donne des indications, mais je ne me les applique pas à moi-même. Par exemple, si je dis la vérité, je peux exiger que tous la disent. C'est un devoir, c'est une possibilité. Mais dans ces cas-là, vous voyez, il faut que ce que j'exige de la personne, d'abord, je respecte cette exigence, et d'abord, il faut que je me l'exige à moi-même. Vous avez une citation de Kant importante. « Agis selon une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. » C'est-à-dire, si on explique cette phrase, agis d'après une règle de vie, un code de conduite, que tu puisses justement exiger de tout un chacun. Si j'agis de manière à ce que personne justement ne puisse réaliser l'action, c'est irresponsable. Je ne peux pas dire je vais avoir une règle de conduite, mais je ne l'applique qu'à moi. Ce qui compte, c'est toujours cette réciprocité. Ce que j'exige de l'autre, je dois me l'exiger, et inversement. La règle de conduite que je prends et que je suis au jour le jour, le code de conduite que j'applique, il faut que je puisse l'exiger des autres. Il ne faut pas que ce soit strictement personnel, encore une fois, il faut que ça puisse forger une communauté. Il faut que ça puisse respecter une réciprocité. Il y a toujours au cœur du propos de Kant un souci de réciprocité. L'action morale, c'est celle qui, précisément, est réciproque. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Justement, ce sont des distinctions techniques, c'est un chapitre délicat sur le devoir. Kant, c'est un auteur important pour ce devoir, mais c'est très technique et justement, il faut qu'on puisse clarifier certaines choses. Il y a des questions. Je ne comprends pas la justice et la force chez Pascal avec la légitimité. Pouvez-vous expliquer cela ? Oui. Alors, la question porte sur justice et force chez Pascal à propos de la légitimité. Pascal essaie de concilier justice et force. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. La justice sans la force, c'est parfaitement impuissant, il n'y a aucun pouvoir. Si je me contente d'avoir une théorie de la justice sans aucune force, je ne vais pas aller bien loin. Inversement, se contenter de la force sans la justice, c'est ce qu'on appelle la tyrannie. Quelqu'un qui impose sa force sans aucune justice est tyrannique. Donc il faut concilier. Première façon de concilier possible, on pourrait essayer de renforcer une théorie de la justice. J'ai une théorie, je la bâtis, je la construis et je la renforce. Le problème, c'est très vite, je me préoccupe de renforcer mes théories. Le risque, c'est que je les impose aux autres violemment, que je sois dans une forme d'intolérance. Le risque, c'est que ça ne fasse qu'augmenter les tensions. Parce que je crois, avec ma théorie, détenir le sens de la justice, je crois maîtriser ce qui est juste, et je demande aux autres d'accepter ma théorie, je l'impose, vous voyez ? Donc plutôt que de fonctionner dans ce sens, Pascal propose une autre solution. Il propose en fait de justifier, de légitimer certains rapports de force. Qu'est-ce qu'un rapport de force ? C'est une relation entre des hommes qui appartiennent à différentes classes sociales. Un rapport de force, par exemple, entre bourgeoisie et noblesse ou entre noblesse et peuple. Pour préserver la paix civile, parce que c'est ça l'objectif de Pascal. Il ne faut pas lutter contre l'ordre social. Il ne faut pas lutter contre les rapports de force qui structurent la société. Bref, il ne faut pas renverser la hiérarchie. Ce que fera la Révolution française, qui va lutter contre l'hiérarchie en place. C'est ça qui fait très clairement peur à Pascal. Ce qui compte pour lui, c'est de préserver l'ordre social tel qu'il est dans la société. Donc l'objectif, c'est de ne pas remettre en cause les hiérarchies. Vous voyez que c'est très conservateur et on l'a accusé de conservatisme. Mais l'objectif, c'était de préserver la paix civile. Donc de ne pas remettre en cause la noblesse. La noblesse, nous dit Pascal, c'est très conventionnel. On accorde un titre de noblesse. Cependant, malgré ce caractère conventionnel, la noblesse n'est pas dépourvue de légitimité. La supériorité de la noblesse, aujourd'hui on dirait de la grande bourgeoisie, n'est pas dépourvue de légitimité. Ça signifie que cette supériorité n'est pas absurde. Pourquoi elle n'est pas absurde ? Précisément parce qu'elle permet en fait de stabiliser l'ordre social. Parce que cette hiérarchie-là, tant qu'elle n'est pas remise en cause, eh ben, nous éviterons la guerre civile. On va poursuivre avec d'autres références et d'autres auteurs, et notamment sur la notion sur l'État, qui également fait partie de votre programme pour le bac. Et très vite, vous voyez, il faut bien que vous distinguiez, entre autres, l'état du pouvoir. Pourquoi ? Parce que le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir, la puissance, déborde largement la sphère étatique, déborde largement l'État. Il y a du pouvoir bien ailleurs que dans l'État. Pensez au pouvoir du médecin, pensez au pouvoir du professeur. Lorsqu'on parle du pouvoir du professeur ou du médecin, ça désigne l'influence, l'emprise qu'ils peuvent avoir sur leurs auditeurs.
Ça, il faut y penser. Donc très vite, vous voyez, vous pouvez commencer une dissertation, vous pouvez même commencer une réflexion sur un texte à partir de cette distinction, en disant, voilà, on essaye de réfléchir sur l'état, et bien très vite, on clarifie les choses en fait. Et dès l'introduction, vous amenez quelques clarifications. Encore une fois, l'introduction, c'est avant tout le lieu du questionnement. Mais je vous rappelle, il est très bien vu de donner une première définition, si vous voulez, des notions les plus présentes dans le sujet. Si vous avez une dissertation sur l'État, vous pouvez donner une première définition de l'État. L'État comme une puissance qui est structurée juridiquement. Ce n'est pas n'importe quel pouvoir, l'État. Il y a un pouvoir du médecin, il y a un pouvoir du professeur. L'État, c'est une puissance qui est structurée juridiquement. C'est une institution qui détient une autorité légale, parce qu'elle s'exprime à travers des lois. Cette autorité se veut légitime, c'est-à-dire elle veut être perçue comme juste par le peuple, par la population. Du moins, c'est un objectif que l'État peut avoir. Je dis bien, c'est un objectif qu'il peut avoir. L'introduction d'une dissertation, c'est le lieu où vous pouvez commencer quelques clarifications. Mais encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de tout dire, c'est simplement de montrer que vous avez quelques repères à propos des notions présentes dans le sujet qui vous permettent de commencer votre propos d'une manière un peu claire en disant que vous savez un peu de quoi vous parlez, vous ne confondez pas dès le début l'État avec autre chose, avec le pouvoir par exemple. Vous voyez, c'est surtout ça l'intérêt de donner une première définition des termes les plus importants du sujet, c'est de montrer que vous pouvez les distinguer de notions qui sont proches, mais précisément qui ne doivent pas être confondues avec l'État. Alors, première remarque, l'État, ce qu'on appelle l'État, cette superstructure, ce pouvoir structuré par des lois, peut être considéré comme un instrument d'abord nécessaire avant tout pour la sécurité. On a dit justement au début qu'en l'absence de toute loi, c'est la violence qui règne, les hommes n'ont aucune limite, ils ont très peu de limites, c'est le plus fort qui s'impose, c'est la loi du plus fort qui règne à l'état de nature. Eh bien l'État, c'est ce que nous dit Hobbes, le philosophe anglais, dans son ouvrage Léviathan. Léviathan qui, à l'origine, bon, c'est un monstre marin, c'est une métaphore qui désigne l'État. Hobbes nous dit, à l'état de nature, les hommes sont des loups pour les hommes, l'homme est un loup pour l'homme à l'état de nature, c'est la violence qui règne. Eh bien, pour combattre cette violence, nous allons établir ce que Hobbes appelle un pacte social. Le pacte social, c'est accepter en fait de sortir de l'état de nature et de mettre en place une société civile. Bref, c'est de quitter notre liberté naturelle, notre indépendance, cette absence de toute convention, et c'est accepter de remettre une part de notre pouvoir, de remettre une part de notre puissance entre les mains d'un souverain qui assurera la sécurité. Le pacte social, c'est se départir, c'est quitter notre liberté naturelle pour gagner la sécurité. Nous gagnerons la sécurité en remettant l'autorité aux mains d'un homme, du souverain ou d'une assemblée qui aura l'autorité judiciaire et législative. Bref, nous remettons notre pouvoir aux mains d'un homme qui aura la capacité d'établir les lois et qui décidera là où la loi s'arrête, là où la loi commence. L'objectif, c'est de quitter l'insécurité qui règne naturellement entre les hommes. Autre référence, qui critique d'ailleurs Rousseau, en tout cas qui permet de revenir de manière critique sur le propos de Hobbes, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, dans son ouvrage « Le contrat social ». C'est un ouvrage XVIIIe siècle, Hobbes XVIIe siècle, ensuite vient Rousseau, XVIIIe siècle, 1762, vous avez le contrat social qui est publié. Rousseau distingue liberté naturelle, c'est ce dont nous parlait Hobbes, c'est cette indépendance, cette absence totale de limite qui règne naturellement lorsqu'il n'y a aucune convention, lorsqu'il n'y a aucun État, et ce qu'il appelle la liberté civile, ou encore l'autonomie. Eh bien, la liberté civile, l'autonomie, c'est ce que les hommes peuvent conquérir lorsqu'ils établissent une société civile. Les citoyens seront autonomes si, justement, ils acceptent de bâtir une société civile. Mais précisément, à la différence de ce que nous disait Hobbes, Hobbes nous disait le pacte social, c'est conquérir notre sécurité. Nous ne sommes plus en insécurité. Rousseau va nous dire l'État ne doit pas simplement être l'instrument de la sécurité. Il doit aussi être la condition de la liberté des citoyens. L'État ne doit pas simplement permettre la sécurité, il doit permettre la liberté. Grâce à l'État, nous gagnerons ce qu'il appelle notre liberté civile. C'est-à-dire que les citoyens seront réellement autonomes. Ils ne seront plus indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus une absence totale de limites. Ils seront véritablement autonomes. Et rappelez-vous ce que signifie autonome, on l'a indiqué au début, autonome, ça signifie qu'ils se donneront à eux-mêmes leurs limites. Dans l'état de nature, chacun était
avait peur de l'autre, parce que précisément, il n'y avait aucune loi qui pouvait sanctionner celui qui menace tel ou tel homme, tandis qu'avec une société civile, il y a justement des règles qui permettent de réglementer les rapports entre les hommes. Et bien précisément, au sein de la société civile, les citoyens vont pouvoir conquérir ce que Rousseau appelle une autonomie. Les citoyens doivent se donner à eux-mêmes leurs propres limites, ce qui implique, vous voyez, d'être responsable, ce qui implique de se dire que les citoyens vont cesser d'envisager seulement leur intérêt très particulier, mais qu'ils vont avoir en tête quand même, plus loin, quelque chose de moins particulier, de moins personnel, et qu'ils vont avoir en tête, eh bien, précisément l'intérêt commun, le bien général, de façon à vivre dans un minimum de paisibilité, de sécurité et de liberté avec autrui, en société. Pour que les citoyens soient autonomes, pour qu'ils soient libres au sens civil, vous voyez, pour qu'ils puissent conquérir cette liberté civile, il faut qu'ils soient à l'origine des lois. Si c'est un tyran qui leur dicte les lois, ils seront simplement sous la dépendance d'un tyran. Pour qu'ils soient véritablement libres, pour qu'ils soient autonomes, il faut qu'ils soient à l'origine des lois. Bref, la loi doit être l'expression de la volonté des citoyens. Ou encore, elle doit être l'expression de la volonté générale. C'est une idée essentielle chez Rousseau, et dans le chapitre sur l'État, les citoyens doivent être à l'origine des lois. C'est le citoyen qui doit être souverain, sinon il ne sera pas autonome. Et enfin, une dernière référence pour cette notion, Hegel, philosophe allemand, qui distingue très bien État de société civile. Il nous explique que la société civile, c'est donc ce lieu qui est régi par des lois, par des conventions, et il nous explique que même dans une communauté qui est régie par des conventions, les hommes, malgré ce que disait Rousseau, ont du mal à envisager l'intérêt commun, l'intérêt général, et se préoccupent toujours de leur intérêt particulier. Il faudrait essayer de bâtir un État qui ne soit pas une simple communauté où chacun veille à son intérêt particulier, mais qui soit vraiment un lieu où chacun prenne conscience d'un intérêt qui le dépasse. Bref, que chacun vise le bien commun et non pas simplement son bien particulier. Mais vous voyez, Hegel ici nous dit simplement que c'est difficile et que même quand nous bâtissons une société civile, grâce à un contrat social, les hommes ont toujours tendance à se préoccuper d'abord de leur intérêt particulier. Et les hommes ont du mal à envisager le bien commun, l'intérêt général, bref, autre chose que leur bien et que leur intérêt personnel. Ils restent très égoïstes finalement. Et donc la conquête d'une véritable liberté civile est très difficile, la conquête d'une autonomie est difficile, et généralement les hommes restent parfaitement centrés sur eux-mêmes. D'où la distinction que Hegel fait entre État, qui signifie presque un idéal, vous voyez, ce qu'il faut conquérir. C'est un lieu où je cesse de penser simplement à moi pour être véritablement moral, au sens où l'entendait Kant. Voilà à peu près quelques repères pour précisément l'État, le devoir, la justice et le droit. S'il y a des questions. Quels sont les auteurs qu'il faut absolument placer dans les copies afin de parler de la liberté et d'être sûr de gagner des points? Alors, la question, c'est pour être sûr de gagner des points et pour placer quelques auteurs dans une copie sur la liberté, vous avez des références essentielles. Rousseau, Hobbes sont des références que vous pouvez mobiliser à la fois pour justice, droit, mais également liberté. Rousseau et Hobbes, le contrat social, le pacte social, sont extrêmement liés au thème de la liberté, puisqu'ils parlent de liberté civile et de liberté naturelle. Liberté civile, autonomie, liberté naturelle, indépendance. Ils font bien la distinction. Et l'un pense qu'il faut simplement sacrifier notre liberté naturelle pour conquérir la sécurité, Hobbes. L'autre pense, Rousseau, qu'il faut sacrifier notre liberté naturelle pour conquérir une liberté civile. C'est ce qu'explique Rousseau à travers le contrat social. Pensez également, pour la liberté, à Spinoza qui nous dit que le libre arbitre, l'idée que les hommes n'auraient aucune limite, pourraient décider de telle ou telle chose sans avoir aucune limite. Spinoza nous dit que ce libre arbitre n'est qu'une illusion. Spinoza défend l'idée d'un déterminisme naturel. Toute chose est déterminée. Il n'y a réellement jamais aucune contrainte. Chaque fois, mon acte, même quand je pense qu'il est forcément libre, en réalité, je n'ai pas en tête la cause véritable de mon action. Ce que je pense véritablement libre est toujours déterminé par des causes que j'ignore. Les stoïciens également qui nous disent que pour être libre, il faut bien distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Si je me préoccupe sans cesse de ce qui ne dépend pas de moi, je serai perpétuellement inquiet, soucieux, j'irai d'échec en échec puisque je me préoccuperai de choses qui de toute façon échappent à mon emprise. Des choses qui ne dépendent pas
de moi et que je ne peux pas atteindre. Donc il faut restreindre ces désirs et se préoccuper de ce qui dépend de nous. Voilà à peu près quelques distinctions, quelques références pour la liberté. Eh bien, je vous dis à bientôt pour d'autres lives sur des notions clés du bac philo, pour des révisions, pour des clarifications, pour d'autres notions, pour d'autres distinctions conceptuelles. À très bientôt.